Paris, un après-midi de juin 2025, 14h30 tapante. Sous les dorures du Grand Palais, les figures les plus influentes du monde, de la haute couture, assistaient médusées à un spectacle qui oscillait entre génie provocateur et mauvais goût absolu. Facionoui, le créateur au flair sulfureux, venait de dévoiler une collection qui n'allait pas simplement choquer, elle allait électriser la diplomatie mondiale. Sur le catwalk, les mannequins avançaient, entravés de chaînes crânes rasées drapées d'un textile rayé, évoquant sans détour les prisons géantes du Salvador. Ce qui n'était au départ qu'une mise en scène censée faire réfléchir, fit bien plus que cela. Elle alluma la mèche d'un conflit politique d'une intensité rare entre la France et une partie de l'Amérique latine. Une robe peut-elle déclencher une tempête diplomatique? Apparemment oui. Au cœur de la tourmente naissante, Sébastien Lecornu, fraîchement nommé chef de la diplomatie française, confronté à un adversaire peu impressionnable, Nayib Bukele, président du Salvador version 2.0, adepte du clash et de la com milléniale. Assis au premier rang parmi les privilégiés du Grand Palais Lecornu, fixait le podium comme s'il regardait un incendie au ralenti. Sur son visage, un cocktail d'indignation glacée et de mépris contenu. Juste à sa droite, Carlos Mendoza, représentant officiel du Salvador en France, se recroquevillait presque dans son fauteuil, comme si les projecteurs de la honte l'avaient pris en pleine figure. Pour lui voir, les cicatrices de son pays grimées en spectacle haute couture tenaient plus de la gifle que de l'hommage. La gêne était palpable, l'affront diplomatique imminent. Dans un murmure presque étouffé, Lecornu se pencha vers son voisin diplomatique, le ton aussi froid que poli. « Monsieur Mendoza, j'ose espérer que votre gouvernement réalise que ce genre de mise en scène, la France ne peut ni l'applaudir ni l'ignorer. » Le diplomate salvadorien, visiblement mal à l'aise, hocha timidement la tête. « Je transmettrai immédiatement vos remarques à San Salvador, monsieur le ministre. » Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. À peine les flashs du défilé éteints, Lecornu monta sur scène à son tour, celle des médias, et sans attendre, improvisa une sortie publique aussi cinglante que spectaculaire. « Ce que nous avons vu à l'instant, lança-t-il d'un ton grave devant les micros de France 24, et BFM dépasse la provocation artistique. C'est une gifle aux valeurs humaines. Faire défiler des modèles inspirés des détenus salvadoriens, c'est réduire la douleur à une tendance, c'est maquiller la misère pour mieux la vendre. » Les stylos grattent, les caméras tournent, et sa voix gagne en intensité. La France n'a pas pour habitude de détourner le regard quand les droits fondamentaux sont piétinés. Et ces prisons de masse au Salvador en sont l'incarnation même. Le président Bukele peut séduire avec ses postures autoritaires. Nous choisissons de rester du côté de la dignité, pas du spectacle. Monsieur le ministre coupa une journaliste de France Centre en brandissant son micro. Envisagez-vous des représailles diplomatiques? Lecornu ne se fit pas prier. D'un ton mesuré mais ferme, tant que le Salvador tournera le dos aux traités fondamentaux en matière de droits humains, la France se réserve le droit de revoir entièrement la nature de ses relations avec ce pays. Fermer les yeux, ce serait se rendre complice. Quelques instants plus tard, ces propos faisaient déjà les gros titres. Les plateaux TV enchaînaient les débats, les extraits vidéo fusaient sur les réseaux sociaux et 2 hashtags explosèrent en tendance mondiale, Chi Lecornu vs Bukele et I Paris Humain. Pendant ce temps, à 8h30 précise au palais présidentiel salvadorien, Nayib Bukele lisait les déclarations françaises sur son smartphone, l'air paisible mais les rouages déjà en marche. Étrangement pas un tweet, rien. Le silence radio du président, connu pour sa réactivité instantanée, alarma jusqu'à ses proches. Monsieur le Président hasarda prudemment Ernesto Sanabria, son conseiller communication. Les médias internationaux relaient vos critiques, on prépare une réponse. Bukele leva lentement les yeux, un demi-sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. Ernesto, convoquez-moi tous les journalistes étrangers basés à San Salvador. Conférence de presse à 16h. Tous. On parle de quel sujet exactement? Je vais enseigner à ce ministre parisien une leçon de réalité. À 16h tapante, l'homme fort du Salvador fit son entrée dans la salle de presse du palais présidentiel devant une marée de micros et de caméras. Fidèle à lui-même, Nayib Bukele
arborait sa casquette de baseball et son jean décontracté comme pour rappeler à tous qu'il ne jouait pas dans la même ligue que les messieurs cravates de la diplomatie traditionnelle. Il prit place au pupitre, la voix assurée, le ton délibérément calme. « Cher ami de la presse », dit-il en espagnol pendant que la traduction simultanée résonnait dans les oreillettes. « J'ai cru comprendre que Monsieur Lecornu, ministre des Affaires étrangères de la République française, s'inquiète grandement de l'état de nos prisons et de ceux qui y séjournent. » Il s'interrompit brièvement, fixant l'objectif comme s'il s'adressait personnellement à son interlocuteur parisien. D'après lui, enfermer les pires criminels d'Amérique centrale dans des centres ultra sécurisés relèverait d'une atteinte aux droits de l'homme. D'un geste familier, Boukelté s'éloigna de son pupitre et entama sa marche théâtrale comme à chaque fois qu'il s'apprête à lâcher une phrase destinée à faire trembler les gros titres. Il balaya la salle du regard, un rictus en coin. « J'ai une petite suggestion à soumettre à Monsieur Lecornu et à ses collègues du Quai d'Orsay, lança-t-il d'un ton presque décontracté. La pièce se figea. Plus un seul murmure. Les journalistes comprirent instantanément qu'ils étaient en train de vivre un moment taillé pour l'histoire, ou du moins pour les réseaux sociaux. Puisque la France semble convaincue que notre gestion des membres du MS-13 de Barrio 18 et autres joyeux représentants du crime organisé est indigne, poursuivit-il en haussant le ton, puisque vous estimez que nos prisons bafouent leurs droits, eh bien nous avons une solution toute trouvée, nous pouvons vous les envoyer. La réaction ne se fit pas attendre, en une fraction de seconde, toute la salle se tendit. Les journalistes se penchèrent en avant, les objectifs se rapprochèrent du visage imperturbable de Boukelté, comme attirés par l'onde de choc qu'il venait de déclencher. « Oui, vous avez parfaitement compris », lança-t-il implacable. Il marqua un bref sourire avant d'asséner « Je peux affréter un avion, un aller simple, et déposer nos 75 000 détenus directement à Charles de Gaulle. Ensuite, libre à la France de leur offrir la version humaniste du traitement qu'elle défend tant. » L'annonce provoqua une déflagration. Les journalistes hurlaient leurs questions, les caméras tremblaient, les téléphones explosaient de notifications. Boukelté imperturbable leva calmement la main pour imposer le silence. Puis, fixant l'objectif comme s'il parlait directement à Paris, Monsieur Lecornu, « Vous, depuis vos salons feutrés toujours prompts à distribuer des leçons de morale, êtes-vous réellement disposé à accueillir ces criminels dans vos quartiers sensibles, prêts à dire aux famillettes françaises que vous voulez protéger les droits d'assassins plutôt que la vie de leurs proches ?» Il ne s'arrêta pas là, parce que c'est ce que nous faisions avant. Nous respections scrupuleusement les droits humains de ces gens-là, et devinez quoi? Le pays comptait 105 morts par jour. 105 morts par jour, monsieur le ministre. Revenu lentement au pupitre, Boukelté posa fermement ses deux mains sur le bois verni, comme pour ancrer chaque mot dans la gravité du moment. « Voici donc, annonça-t-il avec une fausse solennité, ma proposition officielle à la République française. Si vous tenez tant à ces prisonniers, eh bien, ils sont à vous. Je peux organiser leur départ dès demain matin. » Puis il ajouta d'un ton plus sec, le regard perçant. « Mais que l'on ne vienne plus jamais me faire la morale sur les droits humains, surtout quand on n'a jamais eu à marcher dans nos chaussures. » Un journaliste de CNN se leva brusquement, bousculant sa chaise. « Monsieur le Président, vous plaisantez, vous allez vraiment expédier vos détenus en France ?» Boukelté ne broncha pas. Un demi-sourire se dessina entre provocation assumée et résolution glaciale, un classique chez lui. « Testez-moi. Il me suffit d'un feu vert de Monsieur Lecornu et les cartons d'embarquement sont prêts avant la tombée de la nuit. Il n'aura fallu que quelques battements de cœur pour que les images de la conférence de presse fassent le tour de la planète. » En moins d'une heure, les réseaux s'embrasèrent. Sur X, anciennement Twitter, le hashtag Boukelté, Challenge devint le nouveau terrain de jeu favori des internautes vidéo parodiques. Détournements hilarants, réactions outrées ou admiratives. Le phénomène était lancé. Pendant ce temps, à Paris, il était près de 23 heures lorsqu'un Pierre Dubois affolé réveilla en urgence son ministre. « Monsieur Lecornu, désolé de vous déranger à cette heure, mais il faut que vous voyiez. » « Ça, dit-il, le visage blême. Boukelté vient d'annoncer qu'il est prêt à expédier 75 000 prisonniers directement en France. Et les réseaux sociaux sont en train de s'embraser.
Encore en pyjama les cheveux en bataille, Lecornu attrapa son téléphone et lança les extraits vidéo. « Attendez, il est sérieux là, il ne blague pas. » Très sérieux, monsieur le ministre. Et en Amérique latine, il est déjà traité comme une rockstar politique. Vous êtes devenu son faire-valoir malgré vous. À peine les premières vidéos diffusées que Lecornu comprit l'estomac noué qu'il avait déclenché une machine infernale. Ce qu'il pensait être une condamnation habile s'était transformé en boomerang diplomatique. En s'attaquant frontalement à Bukele, il avait offert au président salvadorien une scène parfaite et ce dernier avait magistralement retourné la situation, exposant au passage toutes les contradictions de la posture française. Au petit matin, les kiosques parisiens affichaient la gueule de bois diplomatique en une. Le Figaro accusait « Lecornu met le feu aux relations franco-salvadoriennes ». Le Monde décortiquait « Quand la République s'en mêle dans les filets du populisme numérique », Libération plus tranchant s'interrogeait entre valeurs et résultats, Bukele ou Lecornu qui a raison. En quelques heures, le ministre était passé de donneur de leçons à symbole d'une diplomatie dépassée. Dans son élément préféré, les réseaux sociaux, Bukele jouait à domicile. Expert du clash numérique, il versait de l'huile sur le feu, à coups de punchline millimétrés, balancés sur X avec la précision d'un sniper médiatique. « Monsieur Lecornu, on attend toujours votre feu vert. L'avion est déjà sur le tarmac. Vos banlieues sont-elles prêtes à accueillir nos violateurs de droits humains? La France qui sermonne le Salvador sur les droits humains? » C'est un peu comme si McDonald's donnait des conseils diététiques au Japon. Conseil amical à monsieur le ministre, passez donc une petite semaine chez nous incognito, dans une de nos prisons. Ensuite, on reparlera sérieusement des droits de l'homme. Chaque publication était une grenade virale, partagée des milliers de fois, commentée à n'en plus finir, détournée en mème dans toutes les langues. Le web était en ébullition. Le monde lui se scindait en deux camps. Deux camps commençaient à se dessiner. D'un côté, les défenseurs acharnés des droits de l'homme soutenaient la posture morale de Lecornu. De l'autre, un flot croissant d'internautes et de leaders d'opinion saluait l'audace tranchante de Bukele. Au Quai d'Orsay, derrière les vitres blindées de son bureau, Lecornu livide tentait de garder le contrôle du navire en pleine tempête. Une réunion de crise fut convoquée sur le champ avec son état-major diplomatique. Monsieur le ministre commença son directeur de cabinet. Si nous ne réagissons pas vite, notre silence sera vu comme un aveu de faiblesse. Que disent nos représentants à San Salvador? L'ambassadeur suggère de calmer le jeu, répondit un conseiller. Il propose de recentrer le débat sur le défilé, pas sur le gouvernement salvadorien. Lecornu grimaça. Trop tard pour les pincettes. Un repli maintenant serait perçu comme un aveu de panique. Alors, il faut contre-attaquer? Rédiger une déclaration. Qu'elle soit claire, ferme, républicaine, on parlera de principes, de démocratie, de valeurs universelles. Quelques heures charnières plus tard, une estrade fut montée à la hâte au Quai d'Orsay. Lecornu, entouré de drapeaux, fit face aux caméras avec l'air grave d'un homme décidé à reprendre la main. La République française, dit-il d'un ton martial, ne reculera pas devant les vociférations de dirigeants autoritaires. Lorsqu'un chef d'État préfère brandir des menaces que répondre à des critiques légitimes, il révèle sa nature profonde. Que M. Bukele poste ses tweets ou qu'il joue au provocateur la France, elle restera fidèle à la défense des libertés fondamentales et des droits humains. Partout, tout le temps. Mais au lieu de désamorcer la crise, ces mots jetèrent encore plus d'huile sur un feu déjà bien nourri. Pas question de laisser passer ça. Face au pic de Lecornu, Bukele ne baissa pas d'un ton, il monta le volume. Le soir même, lumière tamisée dans son bureau présidentiel, il lança un live sur Instagram. En quelques minutes, plus de 2 millions de spectateurs s'étaient connectés. « Cher ami, dit-il calmement en regardant droit dans l'objectif, j'apprends que M. Lecornu vient de m'étiqueter comme un tyran. Vous voulez savoir ce que je considère comme réellement autoritaire? Laisser les gangs contrôler les rues pendant des décennies, pendant que les citoyens vivent terrés chez eux. » Il se leva, traversa la pièce d'un pas tranquille, puis désigna une carte géante du Salvador accrochée derrière lui. Observez bien, avant que nous n'arrivions, notre pays battait tous les records de meurtres. 105 assassinats par jour. Nos mères n'osaient plus aller au marché, nos enfants à l'école.
Même pas en rêve. Il revint se placer au centre du cadre, ton calme mais tranchant. Et aujourd'hui, regardez-nous. Salvador est désormais la nation la plus sûre de toute l'Amérique latine. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a arrêté de jouer à l'angélisme. Parce qu'on a fait ce que d'autres n'osent pas faire. Alors oui, je suis sévère. Avec les criminels, absolument. Et j'en suis fier. La vraie dignité, c'est de protéger les innocents, pas de dorloter les coupables. Puis avec un rictus moqueur, et ma proposition tient toujours, bien sûr. Si la France veut accueillir nos détenus, aucun problème. En fait, plus j'y pense, plus ça me semble être un joli cadeau diplomatique. Au moins vos belles théories sur les droits humains pourront enfin rencontrer la réalité. Le live de Bukele ne resta pas cantonné aux écrans salvadoriens. En quelques heures, ses propos avaient été visionnés, repris, remixés et traduits aux quatre coins du globe. Il venait de réussir un tour de force rare, transformer un accrochage diplomatique en une superproduction virale à l'échelle mondiale. Et surtout, il reprenait la main sur la bataille de l'image avec brio. Outre-Atlantique, la droite américaine s'enflammait. Des figures républicaines saluaient son discours sans détour, et parmi les plus bruyants, Donald Trump Jr. tweeta sans filtre « Bukele tape dans le mille ». Les élites européennes passent leur temps à moraliser depuis leur tour d'ivoire sans jamais se salir les mains dans le réel. Mais c'est en Amérique latine que l'onde de choc devint véritable raz-de-marée. Un à un, les chefs d'État de la région prenaient la parole pour exprimer leur admiration. Le président de la Colombie résuma le sentiment collectif avec une formule tranchante. « Bukele a osé dire tout haut ce que nous murmurons depuis longtemps. L'Europe se gargarise de principes qu'elle n'applique jamais chez elle. » Sous la pression grandissante d'un soutien mondial en faveur de Bukele l'écornu, comprit qu'il perdait pied. Ce qui devait être une démonstration de fermeté diplomatique virait au fiasco politique. Et le pire restait à venir, les premières fissures apparaissaient au sein même du gouvernement français. Une réunion en urgence fut convoquée à Matignon. Le Premier ministre l'attendait, visiblement inquiet. « Sébastien, l'affaire Bukele nous échappe complètement. Les derniers sondages sont formels. 6 Français sur 10 valident le discours salvadorien. » Le cornu ouvrit de grands yeux. « Pardon, vous voulez dire que les gens soutiennent ça? Ils ne soutiennent pas forcément l'homme, » répondit calmement le Premier ministre, mais ils entendent le message. Ils en ont assez de l'insécurité. Quand Bukele dit qu'il a stoppé 105 morts par jour, ça frappe les esprits. Mais on parle quand même de violation des droits fondamentaux. Peut-être, mais le Salvador est passé de zone rouge à modèle régional en matière de sécurité. Et ça, les gens le voient. Le cornu quitta la réunion en silence, les épaules basses. Ce qui devait être une opération de communication brillante sur les droits de l'homme s'était transformé en piège politique tendu par un président qu'il avait jugé trop vite. Et comme s'il n'avait pas déjà assez dominé la partie Bukele, dégaina son dernier tir chirurgical. À la tombée de la nuit, alors que Paris s'enfonçait dans le malaise diplomatique, il publia un tweet aussi glacé que précis, comme un devis logistique envoyé avec un clin d'œil. Mise à jour pour Monsieur Le Cornu. Après vérification avec nos compagnies aériennes, 150 vols charter peuvent être mobilisés. Assez pour envoyer nos 75 000 pensionnaires à Paris. Coût estimé 50 millions de dollars. Facture à régler par la République française pour ses futurs invités. En moins de 24 heures, le tweet explosa les compteurs, plus d'1 demi-million de retweets, des dizaines de milliers de commentaires, des mèmes par milliers. L'un des messages politiques les plus viraux de l'année venait d'être signé en 280 caractères. 7 jours, c'est tout ce qu'il aura fallu pour que la diplomatie française lève le drapeau blanc. Au terme d'une semaine d'escalade verbale, de polémiques virales et de hashtags assassins, Le Cornu fut contraint de se replier. La déclaration du Quai d'Orsay minimaliste et dénuée d'émotion fit l'effet d'un aveu silencieux. La France réaffirme son attachement au respect de la souveraineté du Salvador et entend maintenir des relations cordiales avec ses autorités. Traduction non officielle, on jette l'éponge. Bukele, en stratège qui savoure ses victoires avec style, dégaina sa réponse dans un tweet cinglant mais faussement courtois. « Merci monsieur Le Cornu. L'invitation à visiter nos prisons tient toujours. Cette fois, toutefois, le billet est à vos frais.
Cette passe d'armes signa un tournant brutal dans la trajectoire politique de Lecornu. Pour la première fois de sa carrière, celui qu'on pensait inébranlable venait de plier, battu sur le terrain qu'il croyait maîtriser et humilié par un adversaire qu'il n'avait jamais vraiment pris au sérieux. Pour Nayib Bukele, c'était bien plus qu'une victoire diplomatique, c'était un couronnement médiatique. Il n'avait pas seulement neutralisé les attaques venues de Paris, il les avait transformées en tremplin. À travers la planète, des millions de citoyens le voyaient désormais comme le visage d'une nouvelle génération de leaders capables de renverser les dogmes européens d'un revers de tweet. Mais le rideau n'était pas encore tombé. Le troisième acte se préparait là où personne ne l'attendait. 3 jours après la reculade française, un détail bureaucratique banal allait rallumer la mèche. Roissy Terminal 2F, un avion en provenance de San Salvador se pose sans bruit. À son bord, 47 Salvadoriens expulsés de France pour divers délits. Rien d'inhabituel, une procédure administrative de routine. Sauf que cette fois-ci, un homme parle. Carlos El Flaco Ramirez, visage creusé, regard narquois, soupçonné d'appartenir à un gang local. Au micro d'un journaliste salvadorien venu couvrir l'arrivée, il balance avec un sourire provocateur « Merci, monsieur Lecornu, pour le billet retour. Maintenant, on a bien compris ce que la France pense de nous, les Salvadoriens. » Et soudain, ce vol discret devient une bombe diplomatique à retardement. Bukele n'a jamais laissé passer une bonne occasion de faire le show. Et celle-là, il l'a saisie comme un maestro des caméras. À peine l'avion posé, il convoqua la presse directement sur le tarmac de l'aéroport de San Salvador, décor brut, lumière naturelle et messages bien affûtés. « Vous voyez l'ironie » lança-t-il aux caméras braquées sur lui. « Monsieur Lecornu dénonce nos prisons comme inhumaines, mais il nous expédie ses propres délinquants. La France vire ses criminels et c'est nous qu'on traite de barbares. » À ses côtés, encadré par 2 policiers, Carlos El Flaco, Ramirez attendait menottes brillantes au soleil. Bukele se tourna vers lui, micro en main. « Carlos, dis-moi un peu, c'était comment ta vie derrière les barreaux français ?» Ramirez, sourire en coin, répondit sans hésiter. « Monsieur le Président, j'avais une cellule rien qu'à moi à la télé, 3 repas équilibrés, et je pouvais appeler ma mère tous les jours. » Bukele joua la surprise. « Ah bon, intéressant. Et maintenant que tu es de retour chez nous, maintenant je vais découvrir vos super prisons que monsieur Lecornu déteste tant dit, Carlos toujours narquois. » Le président fit face aux caméras regard perçant, ton parfaitement posé. Voilà, Carlos va pouvoir tester les 2 modèles. Et je propose une chose simple, que monsieur Lecornu revienne dans 6 mois interviewer Carlos pour savoir quel système, au fond, réinsère le mieux les criminels. Clap, fin de scène. Ou plutôt début d'un nouvel acte. En quelques minutes, le Salvador tout entier vibrait au rythme de la mise en scène de Bukele. Son petit théâtre d'aéroport diffusé en direct sur toutes les chaînes nationales devenait un coup de maître, une nouvelle claque politique infligée à Paris avec le sourire. Pendant ce temps, au quai d'Orsay, Lecornu fixait l'écran de son bureau, les lèvres serrées, impuissant. Il regardait médusé le président salvadorien transformer une expulsion de routine en triomphe personnel. Mais comment fait-il, lança-t-il d'un ton presque admiratif à ses collaborateurs. Comment réussit-il à retourner chaque situation comme une crêpe médiatique? Le directeur com soupira doucement, monsieur le ministre Bukele connaît les ficelles du jeu moderne. Il ne fait pas de la politique, il fait du live permanent. Il scénarise tout, il respire YouTube, TikTok, Twitter. Et nous, on fait quoi? Moins on bouge mieux, c'est parce qu'à chaque riposte, on entre dans son terrain de jeu. Et il est chez lui. Un silence. Lecornu fronça les sourcils. Il n'était pas du genre à fuir une bataille, même quand elle ressemblait de plus en plus à un show qu'il ne contrôlait plus. Comprenant qu'il perdait sur le terrain de la com, instantané, Lecornu décida de changer de décor. Fini Twitter, retour au tapis rouge feutré des institutions internationales. Et c'est à Genève, lors d'une session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qu'il tenta une riposte plus institutionnelle. Debout à la tribune costume sombre et ton grave, il lança « Excellences, mesdames et messieurs, nous assistons à une inquiétante dérive de nos principes communs. Des dirigeants au nom de la lutte contre l'insécurité se parent d'un vernis digital pour justifier l'injustifiable.
Sans jamais citer Bukele, il mit les points sur les i. Nous ne devons pas tolérer que la popularité sur TikTok serve d'alibi à la brutalité. Le droit le vrai ne se décide pas à coups de mèmes ou de likes. La sécurité ne doit jamais se faire au détriment de la dignité humaine. La salle majoritairement occidentale applaudit poliment. Le cornu regonflé crut avoir repris l'ascendant. Il n'avait pas encore vu ce que Bukele préparait depuis son téléphone. Il n'avait pas fallu 24 heures pour que Bukele frappe à nouveau. Cette fois, pas de tweet, pas de live depuis son bureau. Il convoqua en grande pompe une session spéciale du Parlement salvadorien. Objectif, régler ses comptes avec le cornu devant toute la nation. Face aux députés rassemblés en urgence, il déclara d'un ton calme mais incisif « Le ministre Lecornu vient de me clouer au pilori devant les Nations Unies. Eh bien, je vais lui répondre, pas avec des opinions mais avec des faits. » Il se dirigea lentement vers un écran géant installé au centre de l'hémicycle. Un graphique s'afficha. « Regardez bien. Avant notre réforme sécuritaire, 105 meurtres par jour. Après presque plus rien. Moins de kidnapping, moins de viols, moins de braquages, moins de raquets, moins de peur. » Il se tourna alors vers les caméras, son regard perçant droit dans l'objectif. « Monsieur Lecornu, dites-moi qu'est-ce qui bafoue les droits humains ? Enfermer des tueurs en série ou les laisser massacrer 105 innocents par jour. Vous savez ce que ça représente, l'équivalent d'un crash de Boeing, 737 tous les jours ici chez nous pendant des années. Et nous, on a arrêté l'hémorragie. Et vous nous accusez de cruauté. » Il laissa planer un silence de quelques secondes. Puis, d'un ton faussement innocent, il lança. « Donc, si je comprends bien ce qui vous dérange, ce n'est pas que des innocents vivent, mais que nos prisons n'aient pas le charme scandinave tonnerre d'applaudissements dans l'hémicycle. » Les députés se levèrent. Bukele, fidèle à son style, leva calmement la main pour faire retomber l'euphorie. « Mais j'ai une idée, ajouta-t-il en plissant les yeux. Une proposition concrète pour notre ami le ministre français. » Il s'interrompit, savoura l'attention, puis enchaîna avec un sourire qui sentait la provocation. « J'invite officiellement monsieur Lecornu à vivre 1 mois ici au Salvador. Oui, 1 mois complet. Pause. Durant les 2 premières semaines, il séjournera dans une zone que les gangs contrôlaient avant notre politique sécuritaire. Fusillade la nuit, raquette le jour, pas un coin de rue sans tension. Et pour la 2e moitié du séjour même quartier, mais version 2025. Dégagé, pacifié, libéré. Il marqua une dernière pause, regard pointé vers la caméra. On verra alors quelle version des droits humains il préfère. Celle où les tueurs dictent la loi ou celle où les citoyens vivent enfin sans peur. La scène retransmise en direct sur tous les écrans du continent latino-américain fit l'effet d'un feu d'artifice médiatique. L'invitation piégée de Bukele à Lecornu se transforma en phénomène viral. Sur Twitter, TikTok et même LinkedIn, oui LinkedIn, le mot-clé « Lecornu Challenge Salvador » explosa. Plus d'1 million de messages en quelques heures, internautes chiliens, brésiliens, tunisiens, français. Tous lançaient le même défi au ministre français, t'as le cran de venir ou pas. Mais le plus embarrassant n'était pas sur les réseaux. Non, le coup de grâce venait d'Europe même. Matteo Salvini, tout sourire derrière ses Ray-Ban, postait Bukele tape là où ça fait mal. L'Europe cause, lui, il agit. Marine Le Pen enchaînait dans une interview en prime time. On aime ou on déteste le style, mais les résultats sont là. En France aussi, un peu de méthode salvadorienne ne ferait pas de mal. Et là, le ciel commença à sérieusement s'assombrir pour Lecornu. Même dans les couloirs feutrés de sa propre majorité, les dents grinçaient. Officieusement, certains députés murmuraient à des journalistes. Il s'est mis tout seul dans une embuscade diplomatique. Bukele le démonte en direct mondial et lui, il rame. Acculé, bousculé de toutes parts. Lecornu tenta un dernier coup de poker. Il accepta l'invitation de CNN pour un face-à-face télévisé en direct avec Bukele, chacun depuis son fief. Le plateau promettait l'impartialité. L'anglais serait la langue de duel et l'Amérique comme l'Europe avaient rendez-vous devant leurs écrans. Lecornu comptait bien reprendre le contrôle en déroulant point par point son argumentaire sur l'état de droit, posé, raisonné, carré. Mais dès les premières secondes de l'émission, les dés étaient pipés.
D'un côté de l'écran, Bukele, détendu sourire en coin, chemise ouverte et regard caméra assuré. Il débitait son anglais impeccable avec cette petite touche d'accent latino qui faisait fondre Twitter. De l'autre, le cornu raide comme un manche à balai parlant un anglais de lycée, s'accrochant à ses fiches comme à une bouée en pleine tempête. Chaque tentative d'attaque ressemblait à un cours magistral de droit public face à un showman qui enchaînait les punchlines comme un YouTuber rodé. L'arbitre du débat impuissant, l'opinion publique déjà tranchée. Monsieur le cornu lança Bukele les yeux plantés dans l'objectif. « Vous me faites la morale sur les droits de l'homme ? Mais pouvez-vous me dire combien de citoyens français ont perdu la vie dans vos quartiers sensibles l'an dernier ? Ce n'est pas votre réalité, pourtant vous venez nous dire comment gérer la nôtre. Voilà ce que j'appelle le syndrome européen de supériorité. » Le journaliste de CNN tenta de calmer le jeu président Bukele. Certains rapports évoquent des conditions carcérales inacceptables dans vos centres de détention. Bukele le coupa net sans perdre son sourire. Parlons des résultats d'abord. Monsieur le cornu, pouvez-vous au moins reconnaître que notre politique a permis de sauver des vies ? Le piège se refermait. S'il reconnaissait les chiffres, il avalisait la méthode. S'il refusait, il niait la réalité des victimes. Le cornu, visiblement mal à l'aise, lâcha prudemment. Les fins ne justifient pas toujours les moyens. Bukele explosa. Vraiment. Essayez de dire ça à toutes ces mères qui n'entendent plus les balles siffler sous leurs fenêtres, ou aux enfants qui peuvent, pour la première fois, aller à l'école sans escorte armée. Puis il se rapprocha de la caméra plus intense que jamais. « Monsieur le cornu, vous avez grandi dans une république paisible. Moi, j'ai dû construire cette paix pierre après pierre. Voilà toute la différence entre vous et moi. » Le débat s'acheva sur un contraste glaçant d'un côté. Bukele, parfaitement détendu, adressait un salut presque moqueur à son adversaire. De l'autre, le cornu blême semblait littéralement vidé, comme s'il venait d'encaisser 15 rounds sans jamais avoir touché son adversaire. Quelques heures à peine après la diffusion, la presse internationale tranchait sans appel. The New York Times claironnait « Bukele met KO la diplomatie française ». El País titrait « Quand le style cash latino ringardise les vieilles recettes européennes ». Sur Internet, c'était l'émeute numérique des extraits du débat, faisait le tour du monde à vitesse supersonique, cumulant des millions de vues et de likes, les commentaires se déversant en faveur du président salvadorien. Pour le cornu, c'était plus qu'une défaite, c'était une gifle en mondovision. Il n'avait pas seulement perdu un duel verbal. Il s'était fait démonter devant une audience planétaire. Le lendemain matin, les médias français unanimes dressèrent le constat d'un naufrage. « La faute diplomatique », titrait Le Figaro. Le Monde parlait de capitulation de la diplomatie traditionnelle face à la rhétorique connectée. Au Quai d'Orsay, le cornu, la mine sombre, feuilletait en silence les premières pages des quotidiens tandis que son téléphone vibrait sans relâche, des journalistes en chasse, des conseillers en panique, des collègues ministres compatissants, parfois un peu trop. Et dans leur voix, parfois une note qu'il redoutait, celle du sarcasme. Le cornu comprenait enfin l'étendue de son erreur. Il avait abordé Bukele comme on traite un autocrate sud-américain des années 80. Il pensait le coincer avec des principes universels. Mais Bukele jouait un tout autre jeu, un jeu de son époque à base de hashtags, de punchlines et de storytelling calibré pour TikTok. Chaque attaque rebondissait comme une balle en mousse et revenait sous forme de buzz. Chaque tentative d'affaiblissement était recyclée en clip viral. Chaque remontrance devenait pour Bukele une scène supplémentaire où briller. Et là, le choc, l'opinion publique mondiale que le cornu croyait acquise à sa cause, penchait maintenant en faveur du Salvadorien. Ce qui devait être un cours magistral sur les droits humains se transformait sous ses yeux en masterclass de communication politique. Et ce qui devait dénoncer les dérives autoritaires finissait par encenser l'efficacité brutale d'un dirigeant connecté. Les chiffres tombèrent comme un verdict. Le Salvador n'était plus seulement en voie d'amélioration, il venait de décrocher le titre du pays le plus sûr d'Amérique latine. Les sceptiques durent ravaler leur sarcasme, y compris le cornu. Malgré toutes ces indignations, il fut contraint d'admettre, à demi-mot bien sûr, que Bukele, avec ses méthodes controversées, avait obtenu ce que des dizaines de gouvernements n'avaient jamais su garantir la sécurité.
L'épisode Cornu-Bukele s'achevait ainsi non pas sur un consensus, mais sur un chaos stratégique, numérique et diplomatique, et surtout avec une leçon magistrale dans l'arène mondiale version 2.0, les règles ont changé. Un président d'un pays modeste pouvait désormais faire plier les grandes chancelleries. Un communicant hors pair bien plus qu'un technocrate pouvait remodeler le rapport de force global. Et parfois, face à un Goliath sûr de lui, c'est David qui tient le micro et la caméra. Quant à Le Cornu, il ne l'avouera jamais publiquement. Mais dans le silence de son bureau, il sait que cette histoire restera pour lui une cicatrice politique. Leçon numéro 1, à l'ère numérique. L'arrogance est une faiblesse, et l'époque, il faut savoir la lire, ou s'y noyer. Ce 15 décembre 2025, l'Organisation des États américains lâcha une bombe diplomatique soigneusement empaquetée dans un rapport officiel. Page après page, elle dressait un constat sans appel. Le Salvador s'était hissé en tête du classement sécuritaire continental. Oui, vous avez bien lu premier de la classe devant le Costa Rica, l'Argentine et même la France. Le taux d'homicide, plus bas que celui de plusieurs nations européennes. La criminalité organisée étranglée et le mérite attribué noir sur blanc à la stratégie radicale du président Bukele, qualifiée de transformation inédite dans l'histoire contemporaine du continent. Et pendant que Bukele savourait sa revanche tranquille, Le Cornu lui devait encaisser. Car comble de l'humiliation, ce même rapport avait été publié par une institution dont la France est observateur officiel. En somme, l'organisme avait validé, en bonne et due forme, tout ce que Le Cornu avait vigoureusement critiqué. Ironie suprême, celui qu'il avait accusé de bafouer les droits humains venait d'être encensé pour avoir restauré la sécurité à un niveau que bien des pays occidentaux ne peuvent que rêver d'atteindre. Rideau, un tweet cinglant, chirurgical, viralisé en quelques minutes. L'OEA confirme « Nous sommes officiellement les champions de la sécurité en Amérique latine ». Un petit clin d'œil à M. Sébastien Le Cornu, sans qui cette notoriété mondiale n'aurait pas été possible. Merci pour le coup de pub. Merci Le Cornu. Le hashtag devint instantanément une arme de moquerie massive. Partagé à travers toute la toile, il servait à remercier ironiquement le ministre français pour son involontaire rôle d'attaché de presse du Salvador. Mais le coup de grâce, il vint de Marseille. Début janvier 2026, alors que les quartiers nord de la cité phocéenne connaissaient une flambée de violence, le maire, à bout de solution, lâcha devant les caméras. Peut-être serait-il temps d'observer de plus près le modèle salvadorien. Apparemment, ça fonctionne. Un séisme politique. Tollé à Paris, silence glacial à l'Assemblée. Et au milieu de ce chaos, Le Cornu tenta une riposte médiatique. Mais sa voix manquait de conviction, son propos sonnait comme une cassette rayée. La France, avec ses valeurs, ne s'abaissera jamais à copier des méthodes autoritaires. Trop tard, trop faible, trop prévisible. Le Cornu parlait encore, mais l'histoire, elle avait déjà tranché. Bukele, fidèle à son art de la punchline politique, dégaina une nouvelle pique avec le sourire « Monsieur Le Cornu, mon offre tient toujours. Si Marseille veut envoyer une délégation d'études, nos portes sont grandes ouvertes, bonus formation gratuite, café inclus. » Le ton était moqueur, la claque bien réelle. L'affaire avait désormais dépassé les simples cercles diplomatiques. Elle trônait comme cas d'école dans les amphithéâtres des grandes universités internationales. À Sciences Po, à Paris, l'histoire était même devenue le parfait exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire en communication stratégique face à un leader populiste à l'ère numérique. Et puis, un an plus tard, le couperet tomba. Lors du remaniement gouvernemental, Le Cornu fut écarté. Officiellement, rien à voir. Officieusement, personne n'était dupe. Dans les couloirs du pouvoir, tous savaient, que l'épisode Bukele avait planté le premier clou dans le cercueil politique du ministre français. Il avait perdu plus qu'un débat, il avait perdu la face. Lors de son discours d'adieu au Quai d'Orsay, pas un mot sur le Salvador, silence radio. Mais dans la salle, chacun savait cette joute diplomatique l'avait suivi jusqu'à la sortie. Le Cornu avait été vaincu à la sauce virale. Pendant que Le Cornu pansait ses plaies politiques, Bukele surfait sur sa gloire planétaire. Il faisait la tournée des campus les plus prestigieux des États-Unis,
recevait des appels de chefs d'État intrigués et trônait en une des magazines comme le nouveau prototype du leader numérique décomplexé. Populiste peut-être, brillant sans aucun doute. Et à chaque fois qu'un étudiant en cravate ou un journaliste curieux lui demandait la recette de son succès, il lâchait avec ce petit rictus malicieux « La vérité, c'est une arme. Il suffit de la dégainer au bon moment avec les bons mots et de ne jamais sous-estimer un tweet bien placé. » L'affaire Le Cornu Bukele, c'était devenu un mythe. Le conte d'un président d'un petit pays armé d'un téléphone qui avait réduit au silence la diplomatie d'une grande puissance rien qu'avec du cran de l'audace et une parfaite maîtrise des codes modernes. Une légende virale, signée Bukele.